Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2765 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 15 janvier avec les anniversaires du jour. On peut voir tout d'abord que le nouveau joueur du Bayern Munich, Eric Dier, l'ancien joueur de Tottenham, il fête aujourd'hui ses 30 ans, donc il a été transféré il y a 3 jours là du côté de l'Allemagne. Donc bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous les autres joueurs. On continue comme tous les lundis, on va faire le bilan des gros championnats, enfin ce qui s'est passé, et on commence tout d'abord en Ligue 1 avec le gros match hier soir entre l'équipe de Lens et l'équipe du Paris Saint-Germain, et c'est le PSG qui s'est imposé 2-0 à Lens. Un petit rappel, la saison dernière le PSG s'est incliné 3-1 à Lens, donc là ça a été beaucoup mieux pour le Paris Saint-Germain. Donc Bradley Barcola, auteur d'un gros match, a été buteur, la même chose pour Kylian Mbappé également, buteur sur une passe d'Ousmane Dembélé. A noter que Gradit a eu un carton rouge juste avant la mi-temps côté lensois, et à noter aussi que Frankowski a eu un penalty à la 7e minute de jeu détourné par Donnarumma. Sinon bien sûr le score aurait pu être totalement différent. Donc voilà, le score final est bien de 2-0 pour l'équipe parisienne. Donc les stats, donc le PSG comme souvent a eu la possession de balle avec 66% de possession de balle, 15 tirs, 7 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc l'équipe de Lens a aussi des tirs, 17 tirs, 5 tirs cadrés pour 0 but marqué. Gros match, je vous ai dit, de la part du gardien Donnarumma. La une aujourd'hui du journal L'équipe, donc lancée vers le titre, parce que là vraiment il gagne déjà à l'extérieur à Lens. En plus c'est un stade où c'est très compliqué d'aller chercher des points, et vainqueur à Lens, son dauphin de la saison dernière. Donc le PSG possède désormais 8 points d'avance sur Nice actuellement, deuxième. Donc l'écart semble insurmontable, c'est vrai que ça commence déjà, on va avoir des sacrés creux. Le PSG fonce déjà vers son 12e titre de Ligue 1 avec 8 points d'avance de l'équipe de Nice. Bon, c'est vrai que là c'est en milieu de saison on va dire, mais bon, ça va être compliqué pour Nice de rattraper ces 8 points de retard qu'ils ont actuellement sur l'équipe du Paris Saint-Germain. Toujours avec cette équipe parisienne, donc les 16 derniers déplacements du PSG en Ligue 1, le Paris Saint-Germain voyage très bien. Donc c'est 12 victoires, c'est 4 matchs nuls, 0 défaite sur les 16 derniers déplacements en Ligue 1 pour l'équipe parisienne. Donc le match aurait pu être différent, j'ai dit, parce que l'équipe de Lens a obtenu un penalty en début de match aux alentours de la 7e minute de jeu sur une faute de Danilo en retard sur Eli Wahi. Donc voilà, ça n'a pas souri pour les Lensois, vu que Donnarumma est resté. De temps en temps les gardiens ils prennent soit l'option plonger à droite, plonger à gauche. Donc lui il est resté au milieu de terrain, au milieu des buts, et Frankowski a tiré au milieu des buts. Donc voilà, en gros il a pu stopper tout simplement ce penalty, Gianluigi Donnarumma. On va parler de certainement l'homme du match, j'ai pas vu c'était lui, mais je pense que c'est lui parce qu'il a fait un gros match, c'est Bradley Barcola. Donc une note de 8 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe, 8 sur 10 ça équivaut à un très bon match de la part de l'ancien Lyonnais. On a l'impression que maintenant il commence à devenir un titulaire. Peut-être Luis Enrique enfin trouvé sa triplette offensive avec Bradley Barcola ailier gauche, Dembélé ailier droit et Mbappé en numéro 9, même s'il n'aime pas jouer cette position de numéro 9, les derniers matchs, il joue à chaque fois. Numéro 9, Kylian, vu que Kolo Muani, Gonzalo Ramos, c'est trop décevant. Bon bref, il a mis Gradit au supplice, parce que Gradit, je dis, il a pris un carton juste avant la mi-temps. Voilà, une note de 3 pour Gradit, et voilà, Bradley Barcola, une note de 8. Et Bradley Barcola, auteur d'un but hier, donc c'est son deuxième but cette saison en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. Donc félicitations bien sûr pour le jeune joueur de l'équipe de France Espoir. On va parler aussi de Kylian Mbappé, bien sûr. Quand le PSG joue, quand le PSG marque, Mbappé marque souvent. Après c'était combien qu'il avait marqué de but triplé, je crois, la semaine dernière. Donc là, il a marqué un but, Kylian Mbappé, sur ce match hier. Donc c'est déjà son 19e but de la saison en Ligue 1. Donc il devance totalement ce classement des meilleurs buteurs, je vous montrerai tout à l'heure. Et côté Lensois, donc ça va pas fort, surtout pour leur attaquant, parce qu'on a parlé côté PSG, ça marque, que ce soit Bradley Barcola ou Mbappé. Mais Eli Wahi, les gars, n'a plus marqué depuis le 25 novembre dernier face à Clermont. Ça commence à faire beaucoup pour le joueur qui doit potentiellement remplacer, on peut dire, Luis Openda, qui a quitté cette équipe lensoise l'été dernier. Donc voilà ce qu'elle va dire sur cette victoire tranquille du PSG hier du côté de Lens. On continue avec les autres matchs du week-end. On va parler de cette belle équipe, même très belle équipe de Reims, de Reims. Du côté de Monaco, ils ont gagné 3-1 l'équipe de Stade de Reims, alors qu'ils avaient quand même pas mal de joueurs qui étaient partis surtout à la Coupe d'Asie avec le Japon. Et malgré ces joueurs qui ne sont pas là, des joueurs importants, ils ont quand même gagné 3-1 du côté du Stade Louis II. Donc Ben Yedder déjà buteur côté monégasque. Donc Thomas, Kadra et Mathieu Siwa ont été les 3 buteurs côté Stade de Reims. Et du coup, belle victoire de cette équipe de Reims qui va chercher les 3 points du côté de Monaco. Donc là, les stats de la partie, on peut voir les tirs cadrés sont pareils. Il y a 5 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais bon, il y a une équipe qui a été beaucoup plus efficace que l'autre. Et Reims, c'est le football, on peut dire champagne. Et c'est vrai qu'on va parler de ce joueur
Alors, j'en avais parlé l'été dernier, voilà, qui quittait l'équipe, je ne sais même plus, il jouait à Union Saint-Gilloise, je crois, pour débarquer du côté de Reims. Donc c'est le Maltais Teddy Thomas. Donc il a été acheté seulement pour 4,5 millions d'euros. Et c'est pour ce genre de joueur qu'on regarde le foot, hein, parce que c'est un excellent footballeur. Hein, il joue à Reims, il aurait pu jouer aussi dans une équipe bien... Enfin, même si Reims c'est une belle équipe, bon, il y a plein d'équipes qui sont bien meilleures que Reims. Donc voilà, il aurait pu même viser encore plus haut. Donc ça que cette saison, les gars. Donc il a joué 16 matchs en Ligue 1, 5 buts et 2 passes D, pas mal, hein, quand même. Hein, il est quasiment décisif. Tous les 2 matchs, on peut dire, soit un but, soit une passe D. Donc le Stade de Reims peut compter sur son capitaine malgré les nombreuses absences, hein, je dis au club, dû à la CAN aussi. Il y a des joueurs qui sont partis à la CAN et à la Coupe d'Asie. Et toujours sur ce match, à noter que Thilo Kehrer a fait ses premiers pas du côté de Monaco. Il a été transféré il y a à peu près une semaine. Il a joué ses premières minutes avec ce nouveau club monégasque. On continue avec une autre équipe vraiment qui est très bonne, hein, on le sait. Hein, c'est Brest, hein, qui a joué hier contre Montpellier et victoire des Brestois 2-0. Donc félicitations à cette équipe des stades brestois. Donc 26 tirs, 9 tirs cadrés, voilà, 2 buts inscrits. Ils ont même pu marquer plus de buts à l'équipe de Montpellier. Il n'a quasiment pas existé, hein, dans le match. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, parce qu'il y a une version spéciale Brest, hein, vu qu'ils sont actuellement quand même 3e de Ligue 1. C'est quand même incroyable. Brest, un podium armorique. N'oubliez pas que c'est une équipe à chaque début de saison. L'objectif, c'est le maintien. Et là, ils sont à la 3e place. Donc, je pense qu'ils vont te dire voilà, que c'est toujours l'objectif maintien. Mais quand tu es 3e à un peu plus de la moitié maintenant de la saison, bah, tu peux peut-être avoir d'autres ambitions, jouer les places européennes et pourquoi pas la Ligue des Champions, parce qu'oubliez pas qu'il y a une place en plus, hein, la saison prochaine pour se qualifier pour cette LDC. Donc grâce à leur victoire sans bavure, hein, face à Montpellier, les Brestois sont désormais 3e au classement, une place synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions à la fin de saison, parce qu'oubliez pas, c'est les 3 premiers qui seront qualifiés directement pour la LDC et le 4e jouera les barrages, que normalement c'était les 2 premiers et le 3e qui jouera les barrages. Donc voilà, hein, ça peut sourire, hein, on peut dire, pour Brest, c'est incroyable. Je sais même pas s'ils ont déjà joué dans leur histoire la Champions League, hein, cette équipe de Brest, mais bon, on est encore très très loin. Mais bon, ils ont quand même réagi par rapport à la saison dernière, parce que regardez, la saison dernière, ils n'avaient pas vu le jour, ils avaient pris un 7-0 à domicile contre Montpellier. Voilà, et bon, cette fois-ci, ils ont gagné 2-0 Brest, hein, contre cette équipe du sud de la France. On continue, il y avait Lille contre le FC Lorient. Et c'est Lille, hein, c'était hier à 13h. Lille s'est imposé 3-0, David Kabela et Zegrova. Magnifique but, hein, du joueur kosovar. J'ai vu son but, une frappe du pied gauche. L'autre côté, bon, c'est pas parti en lucarne, mais ça a été très bien placé. Magnifique but, hein, bien sûr, de ce joueur, hein, on le connaît tous, il est très bon. Donc 24 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts. Regardez les gars, l'équipe de Lorient, c'est un tir. En plus, il n'a pas été cadré. Ah, ça a été un match catastrophique de Lorient qui se dirige, hein, vraiment tout droit vers la Ligue 2. C'est vraiment faible, hein, cette saison. L'équipe de Lorient, on va parler de Rémi Kabela qui a été buteur et c'est simple, il vient de marquer son premier but en Ligue 1 cette saison. Pourtant, c'est un joueur quand même qui a souvent des occasions à chaque match, mais il avait du mal à finir. Donc là, premier but pour lui pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Et on va parler, je l'ai dit, de Zegrova en fin de match, hein, donc avec cette magnifique frappe, hein, donc très fort techniquement et capable de claquer des buts sortis de nulle part. Le LOSC tient vraiment un sacré bon joueur avec ce joueur qui évoluait, je sais même pas où, hein, la saison dernière, mais bon là, voilà, je vais apprendre à le connaître, hein, cette saison. C'est vrai que c'est un magnifique footballeur et ça sera compliqué pour Lille, hein, de le conserver en fin de saison au vu des performances qu'il est en train de réaliser. Et il a dit à la fin du match, on avait à cœur de gagner ce match, hein. Bien sûr qu'on vise la Ligue des Champions, on a de grandes ambitions parce que je crois qu'actuellement ils sont 4e derrière Brest et voilà, ils vont essayer de viser le top 3 pour être qualifiés directement pour la Champions League. L'équipe de Lille, hein. Il y a quelques jours, donc Zegrova, Jonathan David et Angel Gomez ont rendu visite à un enfant malade. César lui ont promis de faire une célébration pour lui, chose faite cet après-midi. Ils ont été buteurs, c'est pour ça qu'ils ont fait cette célébration les 3 là, parce qu'ils avaient promis à un enfant malade de faire cette célébration s'il marquait tout simplement lors du prochain match, hein, qui a eu lieu hier. On continue avec Rennes qui joue contre l'OGC Nice. C'était, je crois que c'était samedi à 17h ce match, hein, et c'est Rennes qui s'est imposé 2-0. Bourigeaud sur penalty, Kalimundo en deuxième période et du coup ça fait une victoire 2-0 contre Nice, hein. Donc les stats de la partie, bon, j'ai pas vu le match, mais bon, on peut voir que les stats sont quand même en faveur de l'équipe de Rennes, on va dire, donc plutôt logique, hein. Rennes s'est imposé et Kalimundo est chaud bouillant en ce moment, il reprend confiance, le buteur français. Donc il a été buteur jeudi contre Nice, il avait été contre Guingamp, c'était en Coupe de France l'année dernière, ils ont gagné 2-0 Rennes, mais il a marqué les 2 buts et contre Clermont il a marqué un but. N'oubliez pas que ce joueur, Rennes voulait le vendre en début de mercato hivernal, là, le 1er janvier, et là avec les buts, avec ce gros début d'année 2024 qu'il est en train de faire, voilà, maintenant il pense plutôt à le garder avec Kalimundo. Et Kalimundo, il a obtenu une note de 7 sur 10, hein, par rapport à son match, hein. Donc voilà, on peut voir que Terem Moffi lui a été transparent, une note de 3 pour sa rencontre. Et Nice, c'est vrai, Nice, on se souvient, ils n'avaient pas perdu au bout de 12 ou 13 matchs, hein, je crois que c'était 13 matchs d'affilée, mais là depuis, hein, ça va pas trop, hein. Donc l'OGC Nice s'enchaîne avec une 3e défaite de suite
18 à l'extérieur. Voilà, ils ont beaucoup de mal actuellement en dehors de leur stade, on peut dire, à cette équipe de Nice. On continue avec le FC Nantes qui joue contre l'équipe de Clermont et c'est Clermont qui s'est imposé 2-1 du côté de Nantes. Donc on peut voir les 3 buteurs de la rencontre. Donc ça, c'est pas du tout une bonne opération pour les Canaries, donc l'équipe de Nantes. Donc les tirs, on peut voir qu'il y a quand même 9 tirs cadrés de Nantes pour seulement un but marqué, 8 arrêts quand même du gardien de Clermont qui a été exceptionnel. Et du coup, Clermont prend 3 points très importants pour le maintien. Metz joue contre Toulouse et Metz là aussi, donc ça c'est pas du tout un bon résultat pour eux. Ils ont perdu 1-0 contre le TFC. Sierro, l'unique buteur du match sur penalty. On peut voir les stats de la partie. Pourtant Metz a beaucoup tiré, 14 tirs mais seulement 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés également pour Toulouse, mais Toulouse a été plus efficace. Et Georges Mikotadze a fait son grand retour sur les terrains de Ligue 1. Donc voilà, Mikotadze, c'est un joueur de l'Ajax où il a floppé et puis il est revenu à Metz. Donc voilà, il a pu rejouer ses premières minutes dans le championnat français où il avait déjà évolué en tout début d'année. Voilà, en mois d'août, avant qu'il aille à l'Ajax, il avait déjà joué en Ligue 1 cette saison. Et le tifo commun fait par les ultras du FC Metz et de Toulouse, 30 ans de partout. Voilà ce qu'ils ont pu mettre. Voilà, parce que je crois que c'est les deux publics, enfin les deux COP toulousains et messins sont peut-être amis et c'est pour ça qu'ils ont fait un tifo ensemble tout simplement. Donc voilà, concernant ce tifo. On continue les gars, on va parler de l'équipe de Lyon qui jouait hier à 17h du côté du Havre et défaite des Lyonnais 3-1. Donc Lloris, le frère d'Hugo Lloris qui est joueur et défenseur du côté du Havre, il a été buteur. Il y a aussi Sabri, et je n'arrive pas à voir le nom du dernier parce que c'est un écran tout petit. Lacazette a été buteur côté olympique lyonnais, mais bon, Lacazette ça n'a pas suffi, défaite. Donc les stats, 14 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts inscrits pour l'équipe du Havre. À noter que Lyon, ça c'est quelque chose qu'il faut que je dise, ils ont joué avec 2 joueurs en moins en fin de match, ils ont pris 2 rouges, et bien sûr quand tu joues à 9 contre 11, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'Olympique lyonnais a mauvais port, tout simplement. Donc voilà, les rouges, donc carton rouge pour Jack O'Brien, donc le défenseur irlandais, et Kaletassar a également pris un rouge. Donc défaite 3-1 contre un promu, donc retour à la 16e place de Ligue 1, synonyme de place de barragiste pour cette équipe. Donc tout d'abord on revient sur les rouges. Bon, tout d'abord voilà la faute d'O'Brien. En plus j'étais à ce moment-là en train de regarder le match, j'ai pas regardé le match entier, mais à ce moment-là j'ai vu la faute et oui, ça mérite totalement rouge. J'ai mis une grosse semelle sur le joueur du Havre. Donc l'arbitre est parti voir quand même, parce que ça allait tellement vite, l'arbitre est parti voir la VAR. Et bien sûr, ça méritait rouge. Donc rouge direct pour le défenseur irlandais. La même chose aussi pour Kaletassar. Donc Lyon a terminé le match à 9 contre 11. Comme j'ai dit, ça a été compliqué. Lyon a reçu 2 cartons rouges en faisant seulement 4 fautes durant tout le match. Ça, c'est fou. Seulement 4 fautes et ils prennent 2 rouges. Bon, après, voilà, c'est des rouges mérités quand même. Il n'y a rien à dire. Donc c'est une première depuis qu'Opta analyse la Ligue 1. Donc Opta, en gros, c'est un site qui a plein de stats, tout ça. Donc soit depuis la saison 2006 qu'une équipe fait si peu de fautes, donc 4 fautes, pour prendre quand même 2 rouges. Donc voilà ce qui s'est passé hier. Et cette défaite met fin quand même à la série de 4 victoires consécutives pour Lyon à l'issue de cette journée. Donc les Lyonnais sont donc barragistes, donc à la 16e place de cette Ligue 1. Et Lyon ne compte que 16 points après 18 journées. Il s'agit bien évidemment du pire bilan de l'histoire du club à ce stade de la compétition. Jamais Lyon avait eu si peu de points après 18 journées de Ligue 1 avec seulement 16 points. Même s'ils ont gagné quelques matchs de Ligue 1, 3 derniers matchs de Ligue 1, voilà, parce qu'il y a 4 matchs en tout, mais c'est un match aussi de Coupe de France. Donc voilà, ils font quand même une saison catastrophique, bien sûr, cette équipe de l'OL. Juste la seule satisfaction, c'est que Lacazette, ces derniers temps, il marque pas mal de buts. Et Lacazette, donc buteur, donc son 8e but de la saison en Ligue 1, c'est pas mal. Donc, et surtout 6 buts sur ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour le capitaine Alexandre Lacazette. Et c'est vrai qu'on a parlé que Lyon a pris 2 cartes rouges, mais certainement un rouge aurait dû être aussi donné à l'équipe du Havre. Vous auriez sifflé pénalty sur cette action lyonnaise, certainement. Donc le défenseur touche déjà le ballon juste avant, mais on peut se poser la question quand même. Donc le ballon a été touché avant, mais on peut voir quand même que le joueur juste après il prend la semelle totale du joueur de Lyon. Regardez, ça mérite aussi un rouge. Bon, l'arbitre n'a rien dit, bon, tant mieux on peut dire pour l'équipe du Havre. Et le Havre avec cette victoire est sur 3 victoires consécutives à domicile, donc contre Nice, contre Caen en Coupe de France et contre Lyon hier. Donc voilà, parfait bien sûr pour cette équipe havraise. Du coup tous les résultats, donc Marseille-Strasbourg, on avait parlé samedi, le match a eu lieu vendredi soir avec le match nul 1 partout où Strasbourg égalisé en toute fin de match. Et du coup sinon toutes les autres rencontres on en a parlé. On va jeter un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. J'ai dit Mbappé s'envole avec son 19e but inscrit hier. Donc il a quand même 10 buts d'avance sur Wissam Ben Yedder, également buteur ce week-end, malgré la défaite de Monaco contre Reims. Donc voilà, 19, on passe ensuite à 9, puis après Lacazette 8. Il a été buteur également Lacazette hier. Adam 7 et Mostafa, bon maintenant il joue la CAN. Mohamed n'a pas été buteur. On peut voir sinon le reste, sur le classement aussi les joueurs qui ont marqué 5 buts. Tiens, comme te dit Thomas qu'on a parlé tout à l'heure, qui a été buteur du côté
du stade de Monaco. Et le classement, donc le PSG s'envole, donc 18 journées, donc n'oubliez pas qu'il y a 34 journées cette saison en Ligue 1 vu qu'il y a seulement 18 équipes. Donc le PSG 8 points d'avance sur l'équipe de Nice, donc Nice 1 point d'avance sur Brest, après c'est un peu serré, après Brest 1 point d'avance sur Monaco, après il y a Lille qui est juste derrière. Donc voilà, Marseille par exemple à la 28 points, à la 7e position, c'est dommage pour Marseille, ils auraient réussi à tenir ce 1-0, ils seraient ils seraient 6e à 1 point de l'équipe de Lille. On peut voir que Lyon, donc du coup recule à la 16e position, premier barragiste. Donc Clermont et Lorient, attention à Lorient, seulement 12 points. Ils se dirigent vers la Ligue 2. On passe rapidement, en parlant de la Ligue 2, avec juste les résultats du week-end. Donc par exemple, Saint-Etienne a fait 0-0 contre l'équipe de Laval. Angers, leader, s'est incliné 2-0 du côté de Bastia, ou qui on pourrait parler au pif, je sais pas, l'équipe de Troyes s'est imposée 3-1 contre la Ajaccio. Il reste un match ce soir, la Auxerre contre Bordeaux, deux clubs historiques du championnat de Ligue 1 quand même. Bon, maintenant ils sont en Ligue 2, c'est un peu galère pour eux. Donc c'est simple, si la Auxerre s'impose ce soir à domicile contre Bordeaux, qui est actuellement sur combien, Bordeaux 15e, Auxerre sera leader de la Ligue 2 ce soir. Elles auront un point de plus sur l'équipe de Angers. Donc le classement, après il y a Grenoble, il y a Laval et il y a Pau. Voilà, la 5e position de ce championnat de Ligue 2. Notez que Saint-Etienne, ils sont 11e. Voilà, c'est toujours une saison quand même délicate pour Saint-Etienne. C'est une équipe qu'on aimerait, enfin moi personnellement, j'aimerais le revoir retourner en Ligue 1. On quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler des matchs qui ont eu lieu ce week-end. On commence tout d'abord avec ce Newcastle-Manchester City. Il avait lieu samedi ce match. Et c'est Manchester City qui s'est imposé 3-2 dans un match complètement fou. Donc les buteurs, Isaac Gordon côté Newcastle contre Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Bob. Donc un joueur que je ne connaissais pas. Un tout jeune joueur, les gars. Il a été buteur à la 91e minute de jeu. Donc du coup le but du 3-2. Un but qui rapporte 3 points à Manchester City. Des points qui vont coûter bien sûr en fin de saison pour le titre de Premier League. Donc les stats de la partie, donc City c'est 73% de possession de balle, c'est 27 tirs, 11 tirs cadrés et ça fait 3 buts. L'équipe de Newcastle, bon, a des stats largement inférieures à City, mais ils ont failli accrocher cette équipe de City vu qu'il y avait 2 partout à la 90e minute de jeu. Et Magic City, parce que le scénario du match, j'ai dit, il était un petit peu fou. Donc City menait à 0 à la 26e, ensuite Newcastle en l'espace de 2 minutes, 35e et 37e. Ils ont renversé totalement le match et ils ont pris l'avantage de 1. Donc voilà, du coup City là, c'était pas bon pour eux. Puis City a ce joueur, les gars, dans ses rangs. Il y avait toujours 2-1 pour Newcastle. Et Pep Guardiola fait rentrer bien sûr Kevin De Bruyne, qui est blessé. Il a commencé à rejouer là depuis quelques matchs, mais bon, le temps de le remettre dans le rythme, il n'a pas encore commencé titulaire. Et c'est ce joueur en gros qui a fait la différence et qui a permis, on peut dire, ce comeback de Manchester City. Donc c'est simple, il entre en jeu à la 69e minute de jeu, enfin 66, peu importe. Mais voilà, une chose qui est sûre, les gars, c'est qu'à la 74e minute de jeu, il égalise Kevin De Bruyne à la 91e minute de jeu sur le but de Bob. C'est lui qui fait la passe D, en plus une passe D que Kevin De Bruyne peut faire. Magnifique joueur, voilà, en l'espace de 20 minutes. Donc un but, une passe D. Bon, voilà, c'est l'homme quasiment, je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais bon, c'est l'homme qui a changer, on va dire, le score. Bien sûr, Kevin De Bruyne avec sa nouvelle passe décisive, donc il monte son total à 103 passes D. Donc en première ligue, donc il est pas loin là, du deuxième, qui est Fabregas, 111 passes D. Bon, après il y a Giggs qui est quand même loin devant, 162, mais voilà, Kevin De Bruyne 103, il est au même niveau que Wayne Rooney, il dévance maintenant Frank Lampard d'une passe D de plus. Kevin De Bruyne du côté du championnat anglais, et c'est une passe D magnifique, donc là on peut le voir sur l'image du haut avec le petit rond rouge à droite. Donc c'est lui qui fait un caviar à Bob, qu'il arrive à trouver une passe millimétrée. Et du coup le jeune joueur Bob, ce jeune joueur de Manchester City, tout simplement le gardien de Newcastle, et marque ce but du 3-2, comme j'ai dit, un but qui va compter beaucoup. Et nous, pour revenir, les gars, sur Kevin De Bruyne, donc Pep Guardiola à la fin du match, il a dit Kevin De Bruyne est un talent à l'état pur. Ce n'est pas une question de tactique, c'est une question de talent. Ça n'a rien à voir avec le tactique, c'est tout simplement qu'il a un don. Il y a des joueurs qui sont vraiment très très forts. Lui, c'est un joueur qui est très très fort. Kevin De Bruyne, ça on le sait tous. Et un jour, il faudra vraiment ouvrir le débat sur le positionnement de Kevin De Bruyne dans le classement des meilleurs joueurs de Première Ligue de tous les temps. C'est qu'il y en a plein qu'on considère comme des grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue, comme Thierry Henry, comme plein d'autres joueurs, bien sûr. Donc lui, les gars, je pense qu'on pourra, quand il prendra sa retraite, on pourra se dire, est-ce qu'il est dans le top 3, dans le top 5, dans le top 10, on ne sait pas, mais c'est vrai que c'est un joueur qui aura marqué à jamais l'histoire du championnat anglais. Et Kevin De Bruyne, qui a joué seulement son deuxième match en Première Ligue, parce qu'il a été beaucoup blessé, donc il est déjà à un but et une passe D, donc il fait déjà mieux que Anthony, lui qui a joué 16 matchs en Première Ligue cette saison pour toujours 0 but et 0 passe D.
raté pour le joueur acheté quand même 95 millions d'euros il y a quelques temps du côté de l'Ajax Amsterdam. Toujours avec City, donc avec Rodri, ça va beaucoup mieux donc sur le terrain. Donc c'est 50 matchs consécutifs sans défaite quand il est là. Donc 39 victoires, il était là. Et 11 matchs nuls et surtout 0 défaite quand il est là. Et quand il n'est pas là, on sait que City là, il avait eu un petit coup de mouille à peu près fin d'année 2023. C'est quand il était blessé, Rodri. Voilà, donc il est tellement important bien sûr pour l'équipe de Pep Guardiola. Haaland lui est toujours blessé, n'oubliez pas qu'il devrait revenir début février. Haaland, donc il est blessé encore pour au moins 2 semaines. Donc il a regardé le match à la télé, il a bien kiffé la remontada de City face à Newcastle. Regardez le message qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram. Et juste le coup dur pour City, c'est qu'Ederson est sorti sur blessure, le gardien brésilien est sorti sur blessure, on ne sait pas pendant combien de temps il sera indisponible. Donc voilà, ça c'est le coup dur pour l'équipe de Manchester. Et côté Newcastle, parce qu'on a parlé que de City, donc Newcastle, eux, ça va pas. Donc ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs de Première Ligue. Donc on va le dire, c'est une catastrophe. 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Ça va pas, rien ne va actuellement du côté de cette équipe. On continue, on va parler de Chelsea qui joue contre Fulham. Donc c'était samedi en tout début d'après-midi, c'était à 13h le match. Et c'est Chelsea qui s'est imposé 1-0 contre Fulham. C'est un but sur penalty de Cole Palmer juste avant la mi-temps. Sinon, Chelsea a beaucoup tenté. Je regarde un peu le match, les gars. Chelsea a eu beaucoup d'occasions, 17 tirs. Mais bon, très peu d'imprécision, seulement 3 tirs cadrés. Ils ont touché le poteau. Voilà, on a l'impression que c'était à chaque fois une attaque-défense, mais bon, ils ont marqué seulement un but. Bon, le plus important, c'est la victoire. Et ils l'ont eu, bien sûr, cette équipe de Chelsea. Donc, un penalty obtenu par Sterling qui a mis un crochet à Issa Diop, qui est un défenseur français. Et du coup, il l'a accroché dans la surface. Et du coup, penalty tiré par Cole Palmer. Et Cole Palmer, les gars, il a inscrit comme son 9e but en Première Ligue sous les couleurs de Chelsea depuis août. Déjà 9 buts pour lui. C'est pas mal, c'est même très très bien. Donc, Cole Palmer n'a marqué aucun but en 19 matchs de Première Ligue avec Manchester City. Et là, il a désormais inscrit déjà 9 buts en 17 matchs. Donc à City, il joue de temps en temps, mais 0 but inscrit. Puis là, il est déjà à 9 buts inscrits avec l'équipe de Chelsea. Donc sacré recrue pour cette équipe de Chelsea, les gars. Et 9e but, je dis, de la saison. Donc c'est simple, jamais dans l'histoire de Chelsea, un joueur de moins de 21 ans avait atteint ce nombre de buts sur une saison de Première Ligue, d'atteindre la barre des 9 buts à moins de 21 ans. Lui le fait, c'est le premier. Alors qu'il reste encore beaucoup de matchs, on est seulement à la mi-saison du côté de la Première Ligue. Donc on pense qu'il va peut-être encore marquer. Donc voilà, c'est déjà historique ce qu'il est en train de réaliser pour un joueur de moins de 21 ans. Du côté des Blues, Cole Palmer, et avec 9 buts en Première Ligue, Cole Palmer a déjà inscrit plus de buts que le meilleur buteur de Chelsea la saison passée qui est à 7 buts, je ne sais même plus c'était qui. Bon, alors qu'ils l'ont acheté que 47 millions d'euros, alors qu'on sait que Chelsea des fois pose des plus de 100 millions d'euros sur des joueurs. Donc là, ils ont flairé quand même le gros coup avec Cole Palmer, acheté 47, alors des fois ils ont acheté des joueurs comme Mudryk, plus de 100 millions d'euros, même Nundi Madueke qui a acheté je crois 70-75 millions d'euros, alors que ces joueurs, ils sont pas tout le temps titulaires. C'est vrai que le management de Pochettino est quand même compliqué à comprendre parfois. Donc Mudryk et Madueke, deux joueurs achetés très cher, bien plus cher que Cole Palmer. Donc Mudryk c'est le double par rapport au prix de Cole Palmer. Donc bref, très peu de continuité, le coach argentin ne leur permettant pas d'enchaîner les titularisations. Un coup ils sont titulaires, et même s'ils font le bon match, le match d'après ils sont sur le banc, donc c'est pas trop compréhensible. Donc même s'ils sont encore perfectibles, on sent qu'il y a de la qualité chez ces deux ailiers, donc Mudryk et Madueke, lorsqu'ils sont sur le terrain, d'autant plus que le secteur offensif est très léger chez les Blues, donc pas facile de suivre le projet de Chelsea. Bon, après c'est Pochettino bien sûr qui fait ses choix, mais des fois ça pose, on peut dire, question. Et Chelsea, les gars, qui gagnent de nouveau un match, et c'est simple, ils remportent comme 3 matchs d'affilée en Première Ligue. C'était plus arrivé pour eux depuis octobre 2022, depuis 1 an et demi. Ils n'avaient pas enchaîné 3 victoires d'affilée en Première Ligue. Et voilà, là ils sont à 3 victoires d'affilée. Donc félicitations à cette équipe des Blues. Et Chelsea, les gars, va prendre un rouge. Donc l'énorme semelle infligée par Malo Gusto à son compatriote français Lucas Digne. Donc voilà, regardez comme c'est. Je crois que c'est Lucas Digne. Regardez ce gros tacle, bien sûr, qui n'a pas été. Enfin non, c'est pas Lucas Digne, là je dis n'importe quoi. C'est le genre de. Sur Fulham, ça s'en bat, les gars. Et il n'a pas pris de carton rouge. Donc, tant mieux, on peut dire, parce que là c'était pas contre Aston Villa qui jouait, mais c'était bien contre Fulham. Parce que là je vois Lucas Digne, mais c'était lors d'un match précédent. On continue, les gars, on va parler de Manchester United qui joue contre Tottenham, score final 2 partout. Donc Højlund, Rashford ont été buteurs côté Manchester et Richarlison et Bentancur ont été buteurs côté Tottenham. Donc voilà, les stats sont en faveur quand même de Tottenham qui a plus dominé l'équipe de Manchester. À Manchester, 9 tirs, 2 tirs cadrés. Bon, ils ont marqué leurs 2 buts sur leurs 2 tirs cadrés. Et Tottenham a eu 6 tirs cadrés pour 2 buts inscrits, mais partage des points. Et on va parler de la nouvelle recrue du côté Tottenham. Il s'agit bien sûr de Timo Werner qui a été donc il a joué et il a été passeur D pour son premier match du côté de Tottenham. Donc parfait, bien sûr, les débuts de Timo Werner déjà décisif. Et ça, tout à l'heure je vous montrais Kevin De Bruyne avec les stats avec Anthony. Lui c'est la même chose, les gars.
un match et déjà une passe D. Il fait déjà mieux en termes de stats que Anthony, qui est là depuis le début de saison du côté de Manchester United. Et lui a déjà joué 16 matchs alors que Werner a joué seulement son premier match. Un buteur également dans le match, les gars, c'est Richarlison et ça va beaucoup mieux pour Richarlison. Donc Richarlison est en feu en ce moment, 6 buts en 6 matchs de Première Ligue pour le Brésilien qui vient d'égaliser contre Manchester. Donc on se souvient la saison dernière, il a marqué 1 ou 2 buts tout au long de la saison et là il marque pas mal de buts. Elle semble bien loin la saison dernière d'un coup, quand il n'arrivait pas du tout à marquer. Donc pour l'instant là il plante et c'est très bien pour lui et pour les Spurs. Et tiens, en parlant de Tottenham, donc ils ont marqué lors de 33 matchs consécutifs en Première Ligue, c'est un record au club. Donc voilà, les 33 derniers matchs, à chaque fois ils ont marqué au moins un but. Cette équipe de Tottenham, c'était jamais arrivé dans leur histoire, qui marque sur une série de matchs aussi longue. Rashford marque son premier but à Old Trafford depuis mai 2023, donc là aussi ça commence à faire beaucoup pour Rashford. On est arrivé à quasiment à 8 mois sans marquer à domicile. Ça y est, il a enfin marqué Marcus Rashford. Et Rashford sur ses 4 derniers matchs, il revient aussi parce qu'il a 2 buts et 2 passes D. Donc petit à petit, l'Anglais revient fort. Luc a une période complètement de vide là ces derniers mois, donc là ça va beaucoup mieux on va dire sur ce début d'année pour Marcus Rashford. Ojlund a été également buteur lui aussi, il commence à marquer et ça c'est bon pour l'équipe des Red Devils. Le problème c'est qu'ils prennent beaucoup de buts, mais bon peut-être le problème va être résolu parce que Martinez fait son retour. On peut voir qu'il est rentré en jeu, il a joué les 30 dernières minutes. Martinez qui était blessé quand même depuis la mi-septembre, le champion du monde argentin bien sûr, le défenseur, donc ça c'est une bonne nouvelle quand un joueur est blessé depuis pas mal de mois et qu'il revient bien sûr à la compétition. Toujours avec Manchester, donc le nouveau propriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, était présent pour le match hier face à Tottenham, on peut le voir là. Et également, tiens, une petite info concernant André Onana, donc il a joué hier et il a rejoint les Lions indomptables donc, du Cameroun qui démarrent leur compétition aujourd'hui face à la Guinée. Donc dès le match qui était fini, il s'est dépêché, il a pris l'avion Manchester pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller bien sûr avec sa sélection. Donc il ne jouera pas aujourd'hui normalement, c'était sûr, il s'était déjà convenu, il jouera le prochain match normalement. Mais bon, il sera avec le groupe du Cameroun bien sûr pour suivre cette rencontre de Cannes aujourd'hui. On continue, tiens, mais Aston Villa, on sait belle équipe Aston Villa qui joue du côté d'Everton, partage des points 0-0, donc pas grand chose à dire, juste une petite info concernant Aston Villa et surtout Unai Emery après 97 matchs de Première Ligue. C'est la première fois qu'Unai Emery termine une rencontre sur le score de 0-0. C'était le cas hier, il a été coach d'Aston Villa ou même de Arsenal, jamais il avait fait un 0-0 en 87 matchs, c'est le premier qu'il a fait hier. Les autres résultats, donc Burnley, bon Luton on en a parlé, je crois que j'ai parlé de tous les autres matchs, voilà les 4, parce qu'en gros cette journée de Première Ligue s'étale sur 2 semaines, donc là il y a eu, donc là vendredi, samedi, dimanche, et après on reprend samedi, dimanche, lundi, mais la semaine prochaine, donc avec les matchs par exemple Arsenal contre Crystal Palace sera samedi prochain 13h30, Liverpool jouera contre Bournemouth dimanche à 21h ou Brighton Wolverhampton, donc voilà il n'y a que ces 5 rencontres là qui ont été jouées, les autres matchs ça sera le week-end prochain. Et du coup classement ça donne quoi? Donc Liverpool en tête et avec devant Manchester City, Aston Villa 21, après il y a un match de plus que les deux, mais à la 3e position Arsenal 20 matchs joués, 40 points, donc voilà actuellement ce classement, donc Manchester United 7e et Chelsea avec même les 3 dernières victoires d'affilée, bon c'est toujours loin, 9e actuellement de ce championnat de Première Ligue, à Newcastle 10e, ça va pas fort pour les Magpies. On prend la direction de la Liga et on va parler des matchs qui avaient lieu. Tout d'abord Girona qui jouait du côté d'Almeria, et c'est pas un bon résultat pour Girona. Ils ont fait 0-0 Almeria, les gars, c'est dernier. C'est 0 victoire depuis août dernier. Ils n'ont pas gagné un match cette saison. Ils ont accroché le co-leader avec le Real Madrid. Cette équipe de Girona, notez que Girona, Alex Garcia prend un rouge en fin de match. Mais bon, Girona fait du surplace et même Girona aurait dû perdre. Enfin, je n'ai pas vu le match, mais bon. Almeria, les gars, 20 tirs, 3 tirs cadrés, 0 but. Mais Girona, les gars, c'était 5 tirs dans le match. Alors que 20 pour Almeria. Almeria aurait peut-être même pu décrocher sa première victoire de la saison et du coup partage des points lors de cette rencontre. Il y avait aussi le derby basque entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad qui affronte dans moins d'un mois. On est le 15 janvier, ça sera le 14 février, l'équipe du PSG pour le 8e de finale aller. Et c'est l'Athletic Bilbao qui s'est imposé 2-1. C'est toujours un match spécial à Bilbao Real Sociedad, c'est les deux clubs basques et c'est Bilbao qui s'est imposé 2-1. Lors de cette rencontre, Berenguer a été auteur d'un doublé et Oyarzabal a été buteur côté Real Sociedad. Donc les statistiques bien sûr de cette rencontre. Sinon les autres matchs, donc le Betis s'est imposé 1-0, Mallorca a fait un partout contre le Celta Vigo. À noter que le Barça, l'Atlético, Osasuna, le Real Madrid
par exemple n'ont pas joué, ils joueront le mardi 30 janvier, 31 janvier, le 1er février, parce qu'en gros ces équipes ont joué la Super Coupe d'Espagne là, au milieu de semaine, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu jouer ces matchs qui seront joués jeudi à la fin du mois de janvier. Du coup le classement ça donne quoi? Donc Gérone du coup prend un point d'avance sur le Real, mais avec un match en plus, avec le Real jouera son match jeudi en retard contre Retafe le jeudi 1er février prochain. Donc le Real, s'ils gagneront contre Retafe, sera seul en tête. Donc le Barça 3ème, mais bon, avec un match en moins sur Gérone. Donc voilà ce classement bien sûr. Et Bilbao, tiens, avec sa victoire, monte sur la 4ème place. Mais bon, ils ont un match de plus par rapport à l'Atlético Madrid, actuellement 5ème. Voilà, on a parlé de la Liga, mais on va parler aussi du gros match entre les deux grosses équipes espagnoles. Bien sûr, c'était la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. C'était hier soir, 20h. J'ai regardé le match. Après, j'ai un peu navigué sur la deuxième mi-temps avec le match aussi du PSG que je veux regarder. Bref, voilà, sur ce match, les gars, le Real a écrasé, humilié, on peut utiliser ce mot-là, parce qu'un 4-1, ça reste une grosse défaite pour le Barça. Donc Vini triplé, énorme match de la part de Vini, Rodrigo buteur, Lewandowski, beau but, reprise de volée, et rouge 1 de Araujo qui a pris 2 cartons jaunes. Et du coup, c'est une très belle victoire du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real prend sa revanche la saison dernière. Ça avait été la même affiche en Super Coupe d'Espagne. Le Barça s'est imposé 3-1, c'était pareil, tout début d'année 2023. Et là, cette fois-ci, c'est le Real qui gagne cette finale. Donc les stats de la partie, le Real mérite totalement pour moi sa victoire. 9 tirs cadrés à 18 tirs. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont joué en contre, ils ont fait mal avec leurs deux attaquants, la Vini et Rodrigo qui allaient très vite, et vu que la défense du Barça est plutôt lente, ce que j'ai trouvé hier, et voilà, ils ont posé beaucoup de soucis bien sûr à cette équipe bleugrana. Et un nouveau trophée pour le Real Madrid. On sait quand le Real va en finale, souvent quand même le Real Madrid gagne les finales, peu importe l'adversaire en face, voilà, c'est le Barça qu'on a payé le tarif, on peut dire, hier, et c'est vrai, et ça c'est quand même incroyable que le Real, les gars, sur cette Super Coupe d'Espagne, donc déjà ils gagnent leur 13e Super Coupe d'Espagne de leur histoire, et ils ont quand même marqué 9 buts en 2 matchs, et on parle quand même d'Atlético et le Barça en face, donc on va dire les deux autres grands clubs espagnols avec le Real. 5 buts encaissés par l'Atlético en demi, c'était mercredi dernier, et 4 buts encaissés par le Barça. 9 buts en 2 matchs. Donc l'attaque est ultra forte actuellement du côté de Madrid. On va parler bien sûr du MVP, le meilleur joueur du match. C'est lui, il a inscrit un triplé. Énorme match de la part de Vini Junior. Donc 7ème, 10ème, c'est vrai qu'au bout de 10 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le Real Madrid, qui a commencé parfaitement le match. Et à la 38e minute de jeu, il a marqué bien sûr le triplé sur penalty. Un penalty en plus, je crois qu'il a obtenu lui-même sur une faute d'Araujo qui met sa main. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Il n'avait pas à faire ça, Araujo. Du coup, voilà. Première mi-temps magnifique de la part de Vini Junior. Et ce soir, Vini Junior a amplement gagné la bataille face à Araujo, parce que Xavi, souvent quand il joue contre le Real Madrid, il met Araujo, normalement qui joue défenseur central, à droite, dans le couloir de Vini pour le stopper. Et là, il n'y a rien à dire. Vraiment, Vini a été bien meilleur, parce que des fois, Araujo vraiment arrive à stopper Vini, mais pas là. Vini a été... T'arrivais pas à le prendre hier en gros. Et Araujo, les gars, il finit le match avec une note de 4.4, en plus avec un carton rouge, il cause un penalty sur le but du 3e but. Voilà, ça a été un match catastrophique d'Araujo, et Vini, lui, match parfait, 9.7 en note sur 10, bien sûr, avec un triplé pour Vini Junior. Donc voilà, concernant ce match, et Vini, les gars, en finale avec le Real Madrid, 9 finales disputées, 8 finales remportées, pas mal, seulement une finale perdue, je ne me souviens même plus c'était contre qui. C'est l'année dernière, en Super Coupe d'Espagne contre le Barça, c'était cette finale-là perdue, bref. Donc il inscrit 6 buts sur les 9 finales disputées, dont un but quand même en finale de Ligue des Champions contre Liverpool, en Stade de France, on se souvient, c'était en 2022. 4 passes D aussi, donc 10 buts et passes D en 9 finales. C'est créé pour les grandes soirées, il y a des joueurs vraiment qui sortent le jeu lors des grands matchs, parce que là c'était un grand match, c'était une finale. Et voilà, de nouveau il était décisif, et là en plus avec un triplé. Vini Junior, donc regardez, regardez ce qu'il a fait devant le banc du Barça, il montrait 4-1 par rapport au score final, donc là il y avait le banc du Barça qui était juste en face, pour les narguer, pour un peu les chambrer, et Vini il a dit: tout le monde veut me battre, je fais de mon mieux pour rester concentré, je ne suis pas un saint, parfois je parle trop, parfois je fais des dribbles que je n'ai pas besoin de faire, et je veux apprendre, je suis là pour ça. Donc voilà, il le dit, que c'est pas un saint, il aime bien un peu chambrer ses adversaires, un peu comme Neymar à l'image, donc voilà. Après c'est un magnifique joueur, on le sait, Vini Junior. On va parler de Jude Bellingham, donc il a joué, il n'a pas été buteur, pourtant lors du dernier Classico il avait marqué un doublé, c'était en septembre dernier, ou octobre plutôt, avec une victoire 2, on se souvient du Real à Barcelone, donc bon, c'est pas grave, il a joué, et déjà premier trophée, 200 jours après son arrivée, déjà premier trophée pour Jude Bellingham, pour sa première finale du côté du club madrilène. Et on peut voir qu'il est parti dans le public, parce que vous voyez une banderole de lui, Vini et Rodrigo en mode GTA, et voilà, en mode GTA 5, puis du coup ils ont pris cette banderole, ils ont demandé aux supporters de la donner, ils ont fait une photo avec Vini avec son ballon
du triplé du match. Jude avec le trophée, puis Rodrigo juste à côté. Donc voilà, concernant bien sûr cette belle image. On va parler aussi de Arda Güler. On parlait de premier trophée du Bellingham. C'est la même chose aussi pour Arda Güler. Son premier trophée du côté du Real à seulement 18 ans. Donc Modric, lui, de nouveau un trophée. Bon, lui, c'est pas son premier. Je sais pas, il a combien Luka Modric. Mais il en a remporté beaucoup. Que ce soit des super coupes. C'est pas sa première. Et même tous les trophées disponibles. Il les a tous remportés, bien sûr, du côté de Madrid. Luka Modric, en fin de contrat. N'oubliez pas, dans 5 mois et demi. Ça sera le 30 juin prochain. On va parler aussi de Tchouaméni qui a sorti un match de patron contre le Barça. Ça fait tellement plaisir de le voir à ce niveau, surtout avant cet été où il y a l'Euro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et une petite info, quand Tchouaméni, les gars, joue, quand il commence titulaire avec le Real ne perd pas depuis le début de saison, aucune défaite quand il a commencé titulaire. Bon, après, de toute façon, le Real a perdu seulement un match. C'était contre l'Atlético et il avait commencé sur le banc. Aurélien Tchouaméni. En juillet dernier, Carvajal avait prévenu, il avait dit en tout début de saison, nous attendons le Barça en compétition officielle, nous allons leur marcher dessus. Donc là, il avait dit ça. C'était après le match perdu. Il y avait eu un match entre le Real et le Barça en pré-saison aux États-Unis. Et je crois que le Barça s'était imposé contre le Real Madrid. Et il avait dit voilà, on a perdu en match amical, mais c'est pas grave, c'est un match amical. On attend le Barça en compétition officielle, on va leur marcher dessus. Et c'est vrai que cette saison, 2 matchs officiels, 2 victoires du Real, une victoire 2-1, c'était au Stade Montjuïc en octobre dernier en championnat, puis là une victoire 4-1 en Supercoupe d'Espagne. Toujours avec Carvajal qui avait fait un énorme match en demi-finale, il a été aussi très bon lors de la finale hier, un jeu régulier, on le sait, Dani Carvajal. Les autres photos de la rencontre, bien sûr la joie des joueurs du Real Madrid. Xavi, regardez Xavi, complètement dégoûté devant les joueurs du Real Madrid hier, et c'est que Xavi, ça sent pas bon parce que c'est une défaite. Et Xavi, les gars, les stats ne mentent pas, n'est plus qu'à une défaite de devenir l'entraîneur espagnol du Barça avec le plus de défaites dans l'histoire du club, déjà 24 actuellement. Prochaine défaite qu'il fera, parce qu'il y en a bien une qui va arriver, et il deviendra l'entraîneur espagnol, j'ai bien dit espagnol, parce qu'il y a eu des autres entraîneurs, par exemple Koeman était néerlandais, entraîneur espagnol avec le plus de défaites, donc ça c'est pas bon bien sûr pour Xavi. Et vous voyez Xavi terminer la saison sur le banc du Barça, je ne sais pas, c'est vrai que ça sent pas bon quand même pour lui, voilà, ça sent pas bon avec cette défaite. On sait que le Barça actuellement loin au classement, ils sont 5e je crois, ou 3e je crois, mais bon, ils ont quand même beaucoup de points de retard sur Girona et l'équipe du Real. On verra ce sera quoi le futur. Et c'est vrai que regardez Laporta qui était présent, le président du Barça, regardez la tête qu'il a tirée après le 4-1 hier, donc bien sûr il était dégoûté, le président du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette super coupe d'Espagne, on félicite bien sûr le Real Madrid. Donc continue les gars, on reprend la route des championnats, il reste 2 championnats à parler bien sûr, même voire 3. On va commencer avec le championnat italien. L'Inter Milan qui joue contre Monza, et l'Inter s'est imposé 5-1 Manita. Donc Çalhanoğlu doublé, Martinez doublé et Marcus Thuram également buteur. Donc voilà, Pessina a été buteur côté Monza. Donc match à sens unique pour l'Inter, efficace, 7 tirs cadrés pour 5 buts marqués. Le ratio est très très bon. Et du coup, grosse victoire pour l'Inter, on en parle peu, mais l'Inter fait une sacrée saison. Leader de Serie A avec une seule défaite en 20 matchs. Donc là c'est costaud. 49 buts inscrits, seulement 10 buts concédés. Je crois que c'est la meilleure attaque, il faudra regarder tout à l'heure dans le classement. Et l'une peut-être des meilleures défenses, qualifiée pour les 8e de finale de Ligue des Champions. À cette équipe de l'Inter, et sacré taf de Simone Inzaghi et de ses hommes. Ça que l'Inter actuellement fait une grande saison. Déjà la saison dernière a été bonne, n'oubliez pas qu'ils ont atteint quand même la finale de la Ligue des Champions, donc oui, et là ils reconfirment que c'est une très grande équipe. Donc doublé de Çalhanoğlu et doublé de Lautaro Martinez, et Martinez avec son nouveau doublé. Donc cette saison en Serie A, c'est 18 matchs et c'est 18 buts inscrits. Donc voilà, il est en grande forme. Par exemple, si on aurait comparé avec le championnat français, Mbappé il a 19 buts, donc il est au même niveau quasiment d'Mbappé. Bon, il y a peut-être Harry Kane en Allemagne, lui qui a marqué plus de buts en championnat, on va dire, que Lautaro Martinez. Et Çalhanoğlu, lui qui a marqué également un doublé. Donc il vient de passer la barre symbolique des 10 buts inscrits cette saison avec l'Inter. Quel beau joueur, bien sûr, le joueur Çalhanoğlu. On continue avec l'autre Milan, l'AC Milan qui joue contre l'AS Roma, et c'est l'AC Milan qui s'est imposé 3-1 avec 3 buteurs qu'on connaît, parce que Yacine Adli, ancien joueur par exemple de Bordeaux, il a été buteur. Giroud, on le connaît tous, buteur également, et Théo Hernandez, buteur également, on le connaît tous. Et Paredes qui a été buteur, l'ancien joueur du PSG, joueur de l'AS Roma. Donc victoire de l'AC Milan 3-1. Donc les stats de la partie, donc 5 tirs cadrés pour les deux équipes, mais Milan a été beaucoup plus efficace que l'équipe de l'AS Roma. Et tiens, on va parler de 2 Français, donc Théo Hernandez et Giroud. Donc quelle passe de Théo Hernandez qui termine, quelle passe de Giroud pour Théo Hernandez. C'est que Théo Hernandez il a marqué un but, pourtant c'est un défenseur, et Giroud les gars c'est buteur et passeur D, ça que j'ai pas dit, mais il a fait une passe D pour ce match hier. Donc grosse partie bien sûr des 2 Français. Et Giroud cette saison en Serie A, c'est déjà 17 matchs et c'est surtout 10 buts inscrits
en championnat, 6 passes D. Donc c'est simple, Giroud devient le premier joueur de l'AC Milan à marquer plus de 10 buts en Serie A en 3 saisons consécutives depuis Alexandre Pato. Ça date depuis, je sais pas, 10 ans à peu près. Donc Pato le joue à cette époque-là, même plus, 15 ans peut-être, du côté de Milan. Donc il a enchaîné 3 saisons d'affilée du côté de Milan, avec au moins 10 buts inscrits en championnat. Pour Olivier Giroud, Yacine Adli inscrit, je dis, le premier but du match côté milanais. Il inscrit tout simplement son premier but depuis son arrivée du côté de l'équipe de Milan. On va parler de Naples, tiens, il relève un peu la tête de l'eau, parce qu'il était sous l'eau total, il avait perdu 3-0 lors du dernier match. Ils ont gagné 2-1 contre la Salernitana. Politano et Ramani ont été les deux buteurs. Notez, n'oubliez pas qu'Osimhen n'est pas là. Notez que le deuxième but, là, j'arrive pas trop à voir, c'est Ramani, je crois. 96e minute de jeu, il a inscrit le deuxième but. Donc il restait plus rien. Et il a marqué bien sûr ce but des 3 points. Bon, après, ils ont totalement dominé le match. Il n'y a rien à dire. Bien sûr, l'équipe de Naples qui mérite totalement sa victoire. La Lazio joue contre Lecce. Victoire 1-0 de la Lazio. Felipe Anderson, un joueur brésilien, a été l'unique buteur du match. Les stats de la partie, même si Lecce ont l'impression d'un peu plus dominé, c'est bien la Lazio qui s'est imposé. Les autres résultats, je sais pas, tiens, Cagliari s'est imposé 2-1 contre Bologne. Bologne, ça a pu. On avait parlé il y a quelques semaines, ils étaient forts, ils étaient 4e, Thiago Motta, tout se passait bien. Et là, depuis, ils enchaînent les défaites. Donc, une défaite. Donc, ce soir, Bergame contre Frosinone. Et demain, la Juve jouera contre Sassuolo. C'est prévu demain soir à 20h45. Le classement des meilleurs buteurs, donc Lautaro, j'ai dit 18 buts, Giroud 10 buts, et après on peut avoir Salhanoglu déjà 9 buts, dont 10 cette saison, mais 9 en championnat, et l'autre a été inscrit peut-être en Ligue des Champions ou en Coupe d'Italie. Donc voilà, Marcus Thuram, un joueur français également, 8 buts inscrits sur cette saison. Lukaku, 8 buts également cette saison. Et le classement, donc l'Inter prend les devants, 51 points, 46 pour la Juve. Bon, la Juve joue demain, donc la Juve devra gagner parce que sinon l'Inter va commencer à faire un sacré creux. Donc là actuellement il y a pas mal de points. Donc il y a 5 points d'écart, donc la Juve s'ils gagnent demain, donc reviendront à 2 points de l'Inter. Après il y a l'AC Milan. À l'AC Milan, ils ont quand même 9 points de retard sur le voisin de l'Inter, puis après il y a la Fiorentina. Donc Naples, 7ème, bon ils remontent un peu, ils étaient 9ème avant le match d'hier, ils ont gagné, donc là ils seront à 9ème, mais ça va pas. Donc José Mourinho, ça sent le départ en fin de saison, surtout qu'il est en fin de contrat. On continue, on va parler du championnat allemand et avec le Bayer Leverkusen qui joue contre Augsbourg et Leverkusen. Une victoire à l'arraché en toute fin de match. Regardez, ils ont marqué à la combien de minutes? 94e minute de jeu, ils ont gagné 1-0. Palacio, l'unique buteur du match, mais 94e minute de la rencontre. Bon, après, ils ont totalement dominé le match. Il n'y a rien à dire. Ils ont tenté attaque-défense. Ils n'arrivaient pas. Puis l'équipe de Augsbourg a craqué en toute fin de match. 25 tirs, 6 tirs cadrés pour Leverkusen et ils n'ont rien lâché. Et ils ont marqué ce but. Très important. Et du coup, ils continuent leur série magnifique. 23 victoires, 3 matchs nuls et toujours 0 défaite depuis le début de la saison. Toute compétition confondue, c'est fort. 82 buts inscrits pour cette équipe du Bayer Leverkusen. Et sur le but de Palacio, donc il a été buteur, mais bien évidemment, qui lui a fait la passe D, c'est lui, c'est Grimaldo qui fait une saison magnifique. C'est lui qui fait la passe décisive. Donc 17 matchs, 7 buts et 6 passes D pour un défenseur gauche. Actuellement en Europe, personne fait mieux en tant que défenseur gauche, bien sûr, que Grimaldo. Leipzig tient jeu contre Francfort, donc la même résultat, défaite 1-0 de Leipzig. Donc Knof a été buteur côté Francfort, ça c'est pas du tout un bon résultat, bien sûr. Pour l'équipe du RB Leipzig qui a beaucoup dominé, 26 tirs, 7 tirs cadrés, mais 0 but marqué, 7 arrêts de gardien de Francfort. Francfort, les gars, c'est un tir cadré, un but. Voilà, donc rien à dire. Hold-up parfait. Dortmund joue du côté de Darmstadt et victoire du Borussia Dortmund 3-0. Brandt, Reus et Moukoko ont été les 3 buteurs de la rencontre. Donc les stats de la partie dominée bien sûr par le Borussia Dortmund. Et à noter que Sancho, la nouvelle recrue, est de retour sur le terrain. Donc il a commencé remplaçant, on peut le voir là, avec son maillot numéro 10. Donc il est rentré en cours de jeu. Donc il a remplacé Binoué, voilà, le joueur du Borussia Dortmund. Et il a joué et déjà décisif. Sancho, c'est fou. Donc voilà, ça fait plaisir déjà de le revoir sur une pelouse. Lui qui était mis à l'écart du côté de Manchester depuis pas mal de mois. Donc il est entré en jeu à la 55e minute de jeu. Et c'est simple, à la 70e minute de jeu, passe D de Sancho pour un but de Marco Reus. Donc déjà sa première passe D cette saison du côté de la Bundesliga pour Sancho. Donc voilà, ça commence déjà à bien fonctionner, ce duo Reus-Sancho, décisif les deux lors de cette rencontre. Donc il n'avait plus joué comme depuis le 26 août dernier. Pour vous dire, ça lui fait beaucoup de bien sûr ce match et de retrouver le rythme, on va dire, de la compétition. Les autres résultats, donc le Bayern Munich, j'en ai parlé samedi vu que vous avez joué vendredi. Ils ont gagné 3-0 contre Offenheim, dont un but bien sûr d'Harry Kane comme d'habitude. Donc voici tous les résultats
résultats. J'ai parlé des gros matchs comme Leipzig, comme Dortmund, le Bayern ou même Leverkusen bien évidemment. Et Leverkusen en classement est bien en tête de ce classement, 4 points d'avance sur le Bayern. Le Bayern a un match en retard qui joueront la fin du mois, sera contre Union Berlin. C'est un match qui devait être joué, mais il y a eu beaucoup de neige un coup sur Munich, du coup le match a été reporté. Donc voilà, même si le Bayern s'impose, seront toujours derrière Leverkusen. Stuttgart, après il y a des sacrés creux. Stuttgart 34 points, Leipzig 33 et Dortmund avec sa victoire revient 3 points du RB Leipzig, 30 points. Donc voici ce classement du championnat. Allemagne, Union Berlin, c'est compliqué pour eux. 15e, n'oubliez pas que vous avez fini dans le 4e la saison dernière, c'est pour ça qu'ils ont joué la Champions League cette saison. Et on finit les gars avec le dernier championnat, juste avec cette équipe, parce que c'est quand même fou ce qu'ils sont en train de réaliser, c'est le PSV. Ils ont gagné le match, ils jouaient hier contre Excelsior, ils ont gagné 3-1 le PSV, un match totalement à 27 tirs, 15 tirs cadrés pour le PSV. Il y a eu 12 arrêts du gardien des Excelsior, sinon le score a pu monter à 7-8-1, bref, donc et c'est 17 matchs, c'est 17 victoires en championnat, pour vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont tout gagné, même pas un nul les gars, ils ont tout gagné. 59 buts inscrits, seulement 7 buts encaissés. C'est un rouleau compresseur cette équipe du PSV qui est qualifiée en plus pour jouer les 8e. Je crois qu'ils joueront contre Dortmund, je crois le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà, tout va bien pour le PSV qui est bien évidemment en tête. 51 points. Pourtant le Feyenoord Rotterdam fait une belle saison, 17 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Mais voilà, ils sont tout simplement trop forts, le PSV. Et sinon les autres résultats bien sûr de ce championnat. On peut voir, tiens, cherche l'Ajax, je ne sais pas où ils sont. Si, ils ont gagné 3-2 l'Ajax. Tout en bas, on peut le voir à la 3e ligne là. Ils ont gagné 3-2, donc tant mieux pour eux. Donc voilà, le classement et les résultats du côté, bien sûr, du championnat néerlandais. Et on finit, les gars. Et on va finir déjà avec les championnats. Et juste par rapport à la CAN, bien sûr, je ne peux pas en parler parce que là on est déjà 44 minutes de vidéo. J'en parlerai sur l'autre vidéo que je vais sortir aujourd'hui sur l'After Zap Image, tout à l'heure. Voilà, je vais parler de tout ce qui s'est passé sur la CAN et sur la Coupe d'Asie parce que si j'en parle, les gars, on va dépasser l'heure de vidéo. Donc voilà, tout à l'heure, bien sûr, il y aura toutes les infos sur les premiers matchs de CAN. Donc c'est sur ma chaîne Business Plus, les gars, c'est en première ligne de description. Je sortirai la vidéo dans l'après-midi. Voilà, pour ceux qui veulent avoir toutes les infos concernant cette compète. Mais dès demain, les gars, les infos de la CAN, ça, les résultats seront bien sûr sur ma chaîne principale. Mais là, on est déjà assez trop longtemps, on va dire, de temps de vidéo. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout à l'heure, j'ai dit, pour l'After Zap Image avec les autres infos, la CAN, tout ça, et la Coupe d'Asie. Et demain, les gars, sur cette chaîne pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon lundi et à demain.